La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce référendum qui aura lieu jeudi prochain au Royaume-Uni, référendum sur le Brexit, après une campagne en tout cas qui fut houleuse, avec ce soir, et c'est le choc au Royaume-Uni, eh bien, la mort de Jo Cox, cette députée travailliste de 41 ans qui militait pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Elle a été tuée, assassinée dans sa circonscription dans le nord de l'Angleterre. Pour l'heure, on ne connaît pas les motivations de l'agresseur. On devra en savoir plus évidemment dans les heures et dans les jours qui viennent. En tout cas, cette mort a un impact aujourd'hui sur la campagne, puisque pro et anti-Brexit ont décidé de suspendre leur campagne. Une campagne qui était centrée, on va en parler, sur les préoccupations économiques, mais également sur la question de l'immigration. Damien Lempereur, avant de reprendre ce débat, est-ce que vous souhaitez aux Britanniques de quitter l'Union européenne ? On souhaite déjà, on n'a pas, nous, Debout la France, parti politique en France, à donner des conseils ou encore moins des ordres. Non, mais est-ce que vous vous dites chanceux, ils vont peut-être pouvoir quitter l'Union européenne ? Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, malgré tout, de voter et d'avoir eu un débat. Alors on qualifie le débat d'houleux. J'ai bien aimé que vos invités ce soir, britanniques, rappellent que c'est tout simplement l'exercice de la démocratie. Et c'est vrai qu'il y a eu au Royaume-Uni, et notamment en Angleterre, un vrai débat dans toutes les presses, pas seulement la presse populaire, aussi dans certaines presses plus élitistes, avec des prises de position parfois à contre-courant qui ont pris le contre-pied. Et nous, Vue de France, alors ici c'est un espace de débat ce soir, mais ce n'est pas le cas sur toutes les chaînes, on se dit, oui, nous à Debout la France, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de lieux de débat et plus de vitalité démocratique comme celle qu'on a vue au Royaume-Uni. Et bien sûr, nous qui sommes attachés à vous rêveriez d'un référendum aussi. Bien sûr, c'est dans notre programme, c'est ce qu'on propose aux Français, avec le petit bémol qu'en France, malheureusement, les référendums, même quand les Français votent, ensuite le pouvoir politique va contre. Parce qu'on rappelle qu'en 2005, les Français avaient voté contre le traité constitutionnel européen, et au final, il a été ratifié. Pas du tout. Un petit peu sur le modèle. Et on le regrette aujourd'hui d'ailleurs. Un petit peu sur le modèle de ce que nous expliquait Madame qui est du Labour, c'est-à-dire sur l'idée que les Français avaient expliqué qu'ils ne voulaient pas cette Europe-là. Les Français sont profondément européens. La France est au cœur de l'Europe. Géographiquement, on le rappelait, c'est comme les Anglais. Ils ne vont pas sortir du continent européen même s'ils votent contre. On est au centre. On veut changer cette Union européenne qui ne fonctionne pas, qui est en échec. Et on verra. Les arguments sur l'économie, c'est les mêmes. Moi, ça fait 20 ans que j'entends ça. Ça veut dire qu'au début, j'avais 10 ans. On nous sort toujours la même petite musique. Et ça me fait penser bizarrement au débat que vous aviez, vous, Britanniques, au moment de l'euro. On nous expliquait que la City, notamment, qu'il fallait entrer dans l'euro. Sinon, on avait exactement le discours de Cameron. Tout allait mal se passer. Je contesterai un peu cette présentation des choses. Et là, on recommence. Allez, Paul Thompson. Un certain nombre ça nous éloigne un peu du sujet, mais très rapidement là-dessus, un certain nombre d'économistes canadiens et américains ont dit à l'époque, écrit que la construction de l'euro telle que conçue ne tenait pas la route parce qu'il y avait un déséquilibre entre la dimension économique, monétaire et la dimension politique. Et au premier choc systémique, ça causerait beaucoup de problèmes. Et à l'époque, ils ont été décriés comme des horribles anglo-saxons qui voulaient simplement torpiller l'Europe. Mais en réalité, il y avait une certaine substance de bonne foi, je pense, dans leur analyse. Agnès Benassi-Kéré, justement sur les répercussions économiques, c'est très difficile quand même aujourd'hui à dire si la Grande-Bretagne perd ou si elle gagne en fonction qu'elle reste au sein de l'Union européenne ou si elle le quitte, parce qu'il y a des études très diverses, multiples, et qui ne donnent pas les mêmes résultats. Alors, ne donnent pas les mêmes résultats quantitativement, mais dans quel sens ça va, il n'y a pas de discussion. Sur le plan économique, tout le monde est d'accord sur le fait que ça va faire baisser le commerce, ça va faire baisser le PIB, ça va faire baisser l'investissement, augmenter l'incertitude, parce que quitter l'Union européenne, ça prend minimum 2 ans. Et après, il faut renégocier tous les traités. Donc, une énorme incertitude, et les investisseurs étrangers vont se demander qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on aura des bonnes conditions. Rappelez-vous aussi, le Royaume-Uni est un énorme déficit courant vis-à-vis du reste du monde, donc a besoin des marchés financiers pour financer sa consommation et son investissement, a besoin des marchés financiers extérieurs. C'est un pays, vous parliez de souveraineté, c'est un pays qui est dépendant des marchés financiers. Donc,
Si vous voulez, Londres est un centre financier international depuis le XVIIe siècle. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Mais en termes nets, je pense que ça ne changera rien. La City restera la City. À la marge, mais pas fondamentalement. Je ne suis absolument pas en train de parler de la City. Quand vous parlez des marchés financiers, je parle de l'industrie financière. Je parle de l'industrie non financière qui reste encore au Royaume-Uni et les autres activités. Ce que je veux simplement dire, c'est que les Britanniques consomment et investissent plus qu'ils ne gagnent. Et donc l'écart entre les deux, ils le font venir de l'étranger. Et donc ils sont dépendants de marchés étrangers, de détenteurs de capitaux étrangers qui vont investir au Royaume-Uni. Mais parce que vous pensez que ces capitaux étrangers ne viendront plus à partir du moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne? Ils viendront moins. Les investissements directs, vous allez faire du business au Royaume-uni quand on ne sait pas ce qui va se passer 2 ans après, avec quel marché il va y avoir des accords commerciaux. Paul Thompson, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Bien entendu, tout changement, il y a une certaine perturbation mécanique, si vous voulez. Il faut payer des avocats pour négocier les nouveaux traités. Ça c'est incontestable. Mais le Royaume-Uni, aujourd'hui et depuis longtemps, est de loin le premier pays d'accueil de l'investissement étranger direct. De très loin, la France en 3e place en général et l'Allemagne en 2e place, avec des écarts considérables. Et ceci est dû en partie à l'accès au Royaume-Uni, donc je ne dis pas que ce soit neutre, mais il y a aussi des questions de la fluidité du marché du travail, du niveau de fiscalité. Il y a beaucoup de facteurs et donc je ne pense pas que ça donnerait lieu à un changement profond. Là aussi, et comme Paul Thompson, vous êtes vraiment pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union? Absolument. Oui, je vous entends. Finalement, vous dites que ça n'a pas beaucoup d'impact, et vu que dans votre parti on est très divisé, vous êtes vraiment sûr que vous voulez rester au sein de l'Union européenne? Absolument, parce que je pense que la construction européenne est quelque chose de très important. Je pense que c'est très dommage qu'elle ne soit pas défendue. Mais en tout cas, vous dites que ça n'aura pas tant d'impact que ça sur un point de vue économique, on arrivera à survivre. Et c'est vrai que quand même le débat était très hystérisé au moment de l'euro, lorsque le Royaume-Uni n'a pas rejoint l'euro. Et finalement, le Royaume-Uni, il faut bien le dire, il arrive très bien à survivre avec sa livre sterling. Non, Flora Bolter? Oui, quand on arrive à survivre, c'est une chose. C'est plus que survivre d'ailleurs. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire... Le débat sur l'euro était quand même différent. Il n'était pas aussi unilatéral que ça, finalement. Mais bon, c'est vrai que ce choix a été fait. De toute façon, il y aura un Royaume-Uni le 24 juin, il y aura une économie le 24 juin, il y aura des entreprises. Tout ça, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Par contre, là où je vous rejoins complètement, et c'est pour ça que moi je suis favorable au fait de rester au sein de l'Union européenne, c'est que l'accès au marché européen est essentiel pour notre économie. C'est pratiquement 50% de nos échanges. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres traités? C'est ce que disait Paul Thompson tout à l'heure. Il y aura d'autres traités de libre-échange qui vont être signés avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne va pas vivre tout seul, là au large de l'Europe, de manière complètement isolée. Il y aura toujours un Royaume-Uni le 24 juin, c'est le même principe. Mais on nous donne comme exemple le traité avec le Canada, avec l'Union européenne et le Canada. Ça a mis 7 ans à se négocier. En 7 ans, il se passe pas mal de choses du point de vue économique et il se passe pas mal de choses surtout pour la vie quotidienne des gens, dont on estime que par ménage, il y aura une perte nette de l'ordre de 4000 livres par an, ce qui n'est pas rien au niveau des 2-3 années à venir. Donc, il y aura un choc. Si jamais on sort de l'Union européenne, il y aura forcément un choc. Oui, mais alors ce que vous dites les partisans du livre, ils disent finalement, en 2014, par exemple, c'est 11 milliards d'euros qui ont été injectés dans le budget de l'Union européenne, le Royaume-Uni, qui est le 4e pays à participer, qui a le plus gros budget au sein de l'Union européenne, et que finalement, on va récupérer ces 11 milliards, on va pouvoir les réinjecter dans l'économie britannique. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je réponds tout simplement qu'il n'y a pas qu'une dépense, il y a aussi ce qu'on récupère. Et ce qu'on récupère par le fait d'avoir accès au marché européen. Quand on fait la soustraction? Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, je pense que sur le débat économique, autant il y a des désaccords, autant sur les calculs immédiats, je suis assez d'accord. Après, on peut choisir de prendre ce risque. Ça peut être tout à fait un choix. Mais là où c'est un peu comme de dire qu'il y a un débat sur le changement climatique. Au niveau de l'impact immédiat,
c'est assez clair que le choc immédiat économique serait assez violent. Assez violent. Vous êtes d'accord avec ça, Damien Lamproie? Non, mais ils récupèrent moins, vous récupérez moins. En France, nous, c'est 21 milliards qu'on donne tous les ans sur le budget des impôts des Français, des téléspectateurs, et on récupère 13. Donc on perd 8 milliards dans la balance, et c'est vrai que, pour le coup, c'est incontestable d'un point de vue économique. Si on utilisait ces 8 milliards différemment, alors certes, peut-être au détriment de certains pays de l'Union européenne qui ont bénéficié de nos impôts, si on l'aurait injecté dans l'économie française ou pour les Britanniques dans l'économie du Royaume-Uni, on aurait moyen de faire des choses bien. Bien sûr qu'il y a un risque, mais c'est quand même sous-estimer les financiers, et notamment ceux de la City, qui effectivement sont pas nés de la dernière pluie, que de croire qu'ils ne peuvent pas faire face à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Suisse, qui est un pays... qui nous expliquent qu'il faut surtout pas sortir. Vos compatriotes britanniques qui savent très bien gérer les situations et qui travaillent sur des scénarios depuis longtemps. La Deutsche Bank, alors pour prendre des Allemands pour le coup, explique que... Alors c'est incroyable parce que... Alors peut-être c'est parce qu'ils sont allemands, mais ils expliquent que le Brexit, c'est sorti hier, profiterait économiquement au Royaume-Uni. Alors ça, je peux vous dire. Alors tous les jours, il y a quelqu'un d'autre qui sort un rapport. Vous me citez la Deutsche Bank, moi je peux vous citer la Banque d'Angleterre qui dit que ça aura un impact très négatif, qui vient de publier aujourd'hui un rapport. Donc bien sûr, c'est pour ça que personne n'en sait rien. Je suis d'accord, mais la réalité, c'est que malgré tout, on nous a vendu l'euro, on nous a vendu l'Union européenne, et les pays qui sont dans ce carcan réussissent moins bien. Les Britanniques ont la chance de ne pas être dans l'euro, comme les Suédois. La Suisse, n'en parlons pas, on y faisait référence, eux, ils sont carrément pas dans l'Union européenne. C'est pourtant un petit pays souverain qui a beaucoup moins d'atouts que la France. Ces pays réussissent mieux, mais on peut aussi prendre des exemples de pays qui sont au sein de l'Union européenne. Suède, je pense notamment à l'Allemagne qui réussit mais parce que l'euro est taillé sur mesure. Taux de chômage. L'Allemagne, avec sa population vieillissante, son absence de jeunesse, a un euro et son industrie, son industrie lourde, est taillé. L'euro est taillé sur mesure. Vous n'avez pas l'Union européenne. Moi, je voudrais qu'on parle aussi d'un autre thème parce que je voudrais qu'on avance aussi un peu dans le débat. C'est le thème quand même de l'immigration qui finalement a supplanté dans cette campagne sur le Brexit, qui a supplanté les préoccupations économiques. Et je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, ces paroles de Britanniques. Il y a eu une vague de migrants venus d'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de gitans venus de Roumanie à Douvres. Les immigrés sont trop nombreux. Si on sort de l'Union, on pourra aider notre pays avant tout, et non plus les gens à l'extérieur. Je voterai out pour plein de raisons politiques. Et la première, c'est l'immigration. Les gens qu'on laisse entrer dans notre pays ne contribuent en rien à notre communauté. Paul Thompson, pourquoi il y a une peur, j'ai envie de dire presque soudaine, là, aujourd'hui, de l'immigration, alors que le taux de chômage est très bas au Royaume-Uni, c'est 5% de taux de chômage, et que d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, c'est la France, elle fait le contrôle un peu aux frontières, puisqu'il y a quand même une rétention d'une partie de l'immigration à Calais. Je pense que c'est un phénomène de volume, tout simplement. Je ne pense pas du tout que ce soit parce que les Britanniques soient allergiques aux immigrés. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des vagues successives d'immigration très importantes qui se sont bien passées dans l'ensemble. Et l'intégration... C'est une impression subjective, mais j'ai personnellement l'impression que l'intégration des immigrés de tous les continents, si je puis dire, se passe avec moins de friction en Angleterre qu'en France. Quoi qu'il en soit, je pense que la réponse est simplement un effet de volume. Un effet de volume, parce qu'en effet, alors il y a des chiffres aussi qui sont très nets. David Cameron avait promis de ramener à moins de 100 000 le flux d'immigrés en 2015. Or, il y a eu 330 000 entrées en 2015, que c'est un record, qu'on n'avait plus vu ça depuis 1975. Et c'est ça qui fait peur, c'est le volume, comme vous dites. Je me souviens d'avoir lu un témoignage de quelqu'un dans une petite ville anglaise où il y avait une forte immigration polonaise. Et la personne a dit: tous ces gens sont très bien, ils ne causent pas de problème. Peut-être une concurrence pour les logements sociaux, mais en dehors de ce genre de phénomène, ils ne sont pas du tout problématiques en soi. Mais leur volume est tel que je me sens très dépaysé chez moi. Et cela était en un problème. Flora Bolter, comment vous expliquez cette peur finalement de l'immigration aujourd'hui au Royaume-Uni? Alors, un peu comme dans d'autres pays occidentaux, moi je ne pense pas du tout que ce soit une question de volume, parce qu'on a déjà fait face à des arrivées assez importantes et ça s'est toujours bien passé. Je pense que la question est à chercher surtout dans le sentiment d'être perdu, en fait, dans l'idée d'une complexité, d'une difficulté économique, de l'absence de vision politique. Aussi,
absolument. L'absence de vision politique et finalement, c'est très facile de dire que voilà, c'est eux qui bénéficient du système et c'est pas moi, etc. Il y a aussi des entrepreneurs politiques qui font, qui utilisent ça assez fortement. Je pense que la question est surtout à chercher dans une certaine désaffection du politique, une absence d'espoir, une méfiance généralisée envers le pouvoir politique et dans la précarité d'une partie de la population qui n'en peut plus et qui trouve finalement, il y a aussi deux Royaumes-Unis, parce que c'est vrai que nous, on voit Londres, une ville très cosmopolite, mais qui n'est peut-être pas représentative justement de l'ensemble de l'Angleterre. Agnès Benassi-Kéré, pourtant... Une litote. Oui, c'est une litote. Merci. Agnès Benassi-Kéré, ce qui se passe également, c'est... pourtant, là, on est un peu étonné, pardonnez-moi, c'est que David Cameron, finalement, a quand même obtenu pas mal des Européens lors de son dernier petit marchandage, puisqu'il a permis d'obtenir une suspension en fait, des allocations familiales, notamment, même pour les Européens, pour des travailleurs européens, notamment pour les travailleurs des pays de l'Est. Ça n'a pas suffi à contrer cette peur ? Alors voilà, donc il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni a été parmi les premiers pays de l'Union européenne à ouvrir largement ses portes à l'immigration d'Europe de l'Est. Il y a eu un afflux très important et qui a été, selon les études économiques, une bénédiction pour l'économie britannique. C'est-à-dire un impact très positif sur l'activité. Et puis, il faut quand même savoir que les personnes qui émigrent sont les personnes qui contribuent davantage au système parce qu'elles ont dans les bonnes tranches d'âge. bloqué pendant 7 ans, peut-être. Exactement. De rappeler voilà, cela. exactement. Donc, les Britanniques ont été beaucoup plus généreux vis-à-vis de l'immigration d'Europe de l'Est. Et bon, maintenant, il y a un espèce d'effet de retour, malgré... Pourquoi cet effet de retour ? Eh bien, parce que par rapport à l'évolution de l'opinion publique. À mon avis, j'ai l'impression que l'opinion publique s'est un peu retournée face au fait que les services publics ne sont pas adaptés, n'ont pas adapté les capacités, les écoles, les hôpitaux n'ont pas adapté les capacités par rapport à l'augmentation de la population. Du coup, il y a des files d'attente et les gens sont évidemment un peu nerveux de voir des personnes d'Europe de l'Est devant eux dans la file. Mais il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit d'immigration d'Europe, européenne, d'où le lien avec l'appartenance à l'Union européenne. Un lien beaucoup plus direct, évidemment, que si on parle d'immigration d'autres pays. Je pense que c'est quelque chose comme le triple du volume en France. Donc, il y a quand même un écart simplement quantitatif. C'est pour ça que je me suis permis d'attirer l'attention sur ce phénomène purement de volume qui commence à paraître pesant pour beaucoup de gens et pas des gens qui sont forcément xénophobes ou qui détestent tout ce qui est étranger. Laura Bolter. Oui, je suis. Enfin, sur l'idée de volume, en fait, c'était une façon. Enfin, là où j'analyse légèrement différemment, et je rejoins assez votre analyse, c'est que, en fait, là où la question du volume de population pose problème, mais de volume de population en général, pas que immigrés, c'est que effectivement, le système de protection sociale et les systèmes de garantie sont perçus comme très fortement en danger, notamment NHS, qui est les services de santé, oui, c'est publics, qui sont perçus comme très fortement en danger, qui sont complètement surbondés, qui ne peuvent pas faire face à l'heure actuelle et qui sont en grosse difficulté. Ça, effectivement, c'est un problème. On peut envisager ça comme un problème d'augmentation de la population ou un problème d'investissement dans le système et de réorganisation. Mais finalement, c'est un peu le paradoxe du Royaume-Uni, c'est-à-dire que c'est un pays très libéral, mais le revers de la médaille de ce libéralisme, c'est que tout ce qui est service public, État-providence, ça n'existe pas, ou alors c'est en décrépitude, comme peut l'être le service de santé public. Alors il y a aussi, là je pense qu'il y a aussi finalement, notre un modèle effet français, de perception. C'est pas si mal que ça. Il y a aussi un effet. Les systèmes sont très différents. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de protection. Le système de protection britannique a été très généreux par certains aspects, et au niveau de la sécurité sociale, puisqu'on parle du système de santé, ça surprend toujours les Britanniques en France de devoir payer quand on va chez le médecin. Donc typiquement, c'est pas du tout. C'est là où on peut penser qu'il y a une réalité ultra-libérale en Grande-Bretagne, c'est pas exactement ça. Il y a un système qui existe, mais qui est effectivement désuet, pas adapté à la population d'aujourd'hui, qui n'a pas pu, qui n'a pas pris le tournant de beaucoup d'aspects de la modernité, et sur lequel il y a un fort besoin aujourd'hui d'investissement public. Mais sur le marché du travail, il y a quand même un système beaucoup plus libéral au Royaume-Uni par rapport à la France. La France est un système qui protège
énormément ceux qui ont la chance d'avoir une place dans le système et ceux qui sont à l'extérieur, les plus de 10% de chômeurs depuis, je ne sais pas, plus de 30 ans, je crois, sont à l'extérieur et ont tendance à y rester. Dans le système britannique, c'est le cas aux États-Unis également, tout est beaucoup plus fluide. Il y a moins de protection, mais la philosophie derrière... Il y a plus d'accès au marché du travail. L'idée derrière est que si c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit plus fluide. Donc quand vous avez un afflux important de personnes de l'étranger, ceux qui sont en bas de l'échelle sont quand même exposés à cet influx. Et puisqu'ils sont moins protégés par ailleurs, il peut se sentir lésé. Allez, c'est la fin de ce débat. Je vous rappelle donc que cette campagne référendaire a été endeuillée par la mort donc, de Jo Cox, cette députée britannique de 41 ans, qui est décédée ce soir des suites de ses blessures après avoir été poignardée. Un homme lui a également tiré dessus. Pour le moment, on ne connaît pas les motivations de son agresseur. John Kerry, chef de la diplomatie américaine, affirme ce soir que le meurtre, parce que c'est le terme qu'il emploie, le meurtre de cette députée britannique est une attaque contre tous ceux qui croient en la démocratie. Et je vous propose ensuite d'écouter la réaction du Premier ministre britannique David Cameron, qui nous est parvenu il y a quelques minutes. C'est une nouvelle absolument horrible et tragique. Je pense à son mari, Brandon, aux enfants, à sa famille et à ses concitoyens qui vivent une grande perte ce soir. Et je pense qu'il est juste de suspendre la campagne du référendum. Nous pensons à eux et à ce qu'ils ont perdu. Et on parle tout de suite des réactions après la mort de cette députée britannique avec Karim Yayaoui. Toutes les réactions sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite. Le choc, Karim. Bonsoir, après la mort de la députée travailliste Jo Cox. Alors évidemment, cette information, on la retrouve à la une des sites d'infos britanniques, le site du Guardian, qui revient sur le déroulé de cette journée, qu'il l'a vu finalement périr de ses blessures. Il s'arrête un instant sur son parcours emporté trop vite. Jo Cox, la star montante du Parti travailliste, dont le destin a été tragiquement écourté. On en parle aussi du côté du Daily Mail, qui lui tente de donner un petit peu plus d'informations, même si les choses restent relativement troubles sur le déroulé des événements. Il y a un suspect d'une 50aine d'années qui a été arrêté. The Independent également titre sur Jo Cox avec cette photo largement partagée sur les réseaux sociaux. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors évidemment, The Independent lui aussi s'arrête sur ce parcours qui semblait particulièrement brillant et sur ce flot de réactions politiques très nombreuses sous le choc, les politiques britanniques et notamment Jeremy Corbyn qui a publié sur son compte Twitter un communiqué accompagné de ce message en expliquant que toute la famille du Parti travailliste et évidemment tout le pays sont sous le choc après ce meurtre horrible de Jo Cox. Ed Miliband lui aussi également a réagi, le cœur brisé par cette perte, cœur brisé pour sa famille, pour ses enfants. Elle était pleine de vie, pleine de joie. Il ne trouve pas les mots, écrit-il. Hilary Benn explique qu'il espère que Jo restera éternel, tellement fier de tout ce qu'elle a fait, de l'avoir connu et aussi une perte pour le reste de l'humanité. Des réactions nombreuses, évidemment. David Cameron, on vient de l'entendre, il avait également réagi sur les réseaux sociaux avec à peu près les mêmes mots, des pensées pour le mari de Jo Cox, Brendan, et pour ses deux jeunes enfants. Vous le disiez, il avait annoncé également sur les réseaux sociaux que la campagne était suspendue. Certains soulignent qu'aujourd'hui, il n'y a finalement plus de travaillistes, plus de conservateurs. Aujourd'hui, c'est toute la famille politique britannique qui doit se recueillir en hommage à Jo Cox. Des réactions qui dépassent évidemment le cadre politique. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de réactions de citoyens aussi. Il y a cette photo qui a été publiée dans l'après-midi par le mari de Jo Cox, une photo où il espérait encore que sa femme allait s'en sortir et qui a suscité énormément de réactions de la part des citoyens britanniques. Et il y a aussi ce communiqué qu'il a publié un petit peu plus tard qui est particulièrement touchant, relayé ici par un internaute. Il explique qu'aujourd'hui c'est
un nouveau chapitre qui s'ouvre, un chapitre fait de douleur, avec moins d'amour, mais il explique aussi qu'il faut continuer de marcher sur les pas de Jo Cox pour que, évidemment, personne ne cède à la haine. Elle n'aurait pas voulu que ça se passe ainsi. Des réactions de citoyens, en voici quelques-unes. Une femme, une mère, une fille, une femme qui s'est dédiée aux autres, un moment particulièrement difficile, écrit Kenneth Duffy. Rachel Kerr écrit que c'est un jour sombre pour tout le Royaume-Uni. Évidemment, il ne faudra pas oublier cette journée sombre, écrit-elle. Autre réaction, celle de Joe McKim, qui explique que le débat est allé trop loin. Le débat, quelle que soit son issue, ne mérite pas que quelqu'un meure à cause de ce débat. Alors évidemment, on ne sait pas exactement les motivations de celui qui a tiré, mais en tout cas, évidemment, on se demande si ça va avoir une influence sur les débats, justement, et sur ce Brexit qui, évidemment, doit être évoqué dans une semaine. Merci beaucoup, merci Karimi. Oui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce soir, le buzz, c'est peut-être pas le mot, c'est surtout les réactions nombreuses après la mort de Jo Cox, 41 ans, député travailliste, qui est décédé des suites de ses blessures, et ce à une semaine du référendum sur le Brexit. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci Karim.